Et la dernière fois que je suis venu vous voir, c'était à Agen. C'était à l'époque où on discutait de l'étiquetage du miel contaminé par des OGM. Je ne sais pas si vous vous souvenez des recettes qui ont été utilisées pour essayer de noyer ce problème, ou noyer le poisson, on peut dire comme on veut. J'en ai retenu deux et j'ai retenu une personne. Et c'est curieux parce qu'aujourd'hui, sur cette question des nouveaux OGM, on est en train de retrouver les mêmes deux recettes et la même personne. Alors, la première recette, c'est de dire, bon oui, effectivement, on est en Europe, les consommateurs ne veulent pas d'OGM. Ben, c'est très simple, il suffit de leur dire qu'il n'y en a pas, puisqu'on ne les voit pas à l'œil nu. Et à partir de là, ils en mangeront. Et la deuxième recette consiste, à partir du moment où la Cour de justice de l'Union européenne dit qu'il faut quand même dire aux consommateurs qu'il y a des OGM, parce que la Cour de justice de l'Union européenne, son travail c'est d'interpréter la loi, il suffit de changer la loi pour qu'il ne soit plus nécessaire de dire aux consommateurs qu'il y a des OGM. Donc c'est ce qui s'est passé à l'époque, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, nos amis allemands avaient saisi la Cour de justice de l'Union européenne en disant mais il y a du pollen OGM dans mon miel, donc il faut l'étiqueter et je ne peux plus le vendre. Et à partir de là, puisque la Cour de justice de l'Union européenne avait dit qu'il fallait étiqueter ce miel, le Conseil de l'Europe, l'ensemble des gouvernements de l'Europe et ensuite le Parlement ont décidé de changer la directive miel pour dire bon, le miel n'est plus un ingrédient, le pollen n'est plus un ingrédient, c'est un composant du miel, et donc on ne dépasse jamais les 0,9% et c'est pas la peine d'étiqueter. Et curieusement, elle était présente à Agen, cette personne, c'est Madame Borecci, qui travaille à la DG aujourd'hui Santé, à l'époque c'était la DG Sanko, qui s'occupe des OGM, et c'est elle qui avait mené toute cette histoire par rapport à l'étiquetage du miel. Mais aujourd'hui, on retrouve la même personne qui est chargée, toujours à la DG Santé, de la question de ces nouveaux OGM, et qui peut-être bien va nous amener à la même recette, puisqu'on en est aujourd'hui au stade, grâce à l'action d'un certain nombre d'organisations françaises, dont la Confédération paysanne, d'être arrivé à ce que le Conseil d'État français saisisse la Cour de justice de l'Union européenne de la question du statut juridique de ces nouveaux OGM. Les épisodes suivants, mais il faut attendre quelques mois avant de savoir ce qu'il en sera. Alors peut-être, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on quand on a parlé des OGM, jusqu'à maintenant, on a parlé surtout de la technique qui était la plus utilisée, en tout cas parmi les techniques qui étaient réglementées, qui est la technique de la transgénèse. Je prends un gène dans un poisson, je le mets dans une fraise, ça fait que, par exemple, la fraise va résister au gel, puisque c'est un poisson qui est habitué aux zones froides. Alors c'est complètement théorique ce que je vous raconte, mais à partir de là, ça pose des problèmes. Les consommateurs, ils disent, je ne veux pas manger du poisson quand je mange de la fraise, et ils n'en veulent pas. Ça peut poser des problèmes d'environnement, ça peut poser des problèmes de santé, donc il y a une réglementation. Évaluation, étiquetage. Mais quand on fait ça, l'étiquetage il est facile. Parce qu'un gène de poisson, ça n'a rien à foutre dans une fraise. Donc on peut, quand on a la fraise, reconnaître que cette fraise a été manipulée génétiquement, et donc on peut retrouver ce gène de poisson, il s'identifie de manière relativement simple, avec un simple réactif. Mais aujourd'hui, les nouveaux OGM, les nouvelles techniques OGM, elles consistent exactement comme la transgénèse, à faire rentrer dans une cellule de plante, d'abeille, d'animal, voire humaine, du matériel génétique qui aura été préparé à l'extérieur, de l'ADN, de l'ARN, tout un tas de choses. Mais contrairement au gène de poisson qui va rester dans la fraise et lui donner une qualité nouvelle, ce matériel génétique qu'on fait rentrer dans la cellule d'une plante ou d'un animal, il va provoquer une recombinaison génétique à l'intérieur du génome de la plante ou de l'animal, et on ne le retrouvera pas dans le produit fini. Donc là, c'est la même chose, il y a une recombinaison génétique, ça ne se produit pas naturellement, ça se fait au laboratoire, une cellule de plante ou d'animal
isolé de la plante ou de l'animal, ça meurt, donc c'est complètement artificiel avec les multiplications cellulaires in vitro. Mais on nous dit, mais non, puisque c'est un gène qui a été produit par la plante ou par l'animal, c'est exactement la même chose que ce qui se passe naturellement. Et on a un gros problème parce que ce que décrivent les scientifiques, et j'y viendrai après, ce qui est décrit dans les brevets qui sont déposés sur ces nouveaux organismes, c'est uniquement une représentation, on appelle ça une information génétique, non pas de la plante entière ou de l'animal entier, mais uniquement de la petite portion qu'on a modifiée. Et effectivement, si on décrit que cette petite portion, on ne voit pas la différence avec la même chose qui peut exister dans une plante qui existe naturellement au niveau sauvage ou les plantes cultivées, ou dans un animal ou une abeille ou n'importe quel animal qui existe déjà. Ça ne veut pas dire que la plante entière ou l'animal entier, lui, n'est pas différent, parce que quand on fait pénétrer du matériel génétique dans une cellule, on provoque beaucoup de modifications, on n'en provoque pas qu'une seule. Mais il n'y en a qu'une seule qui est revendiquée, qui est brevetée, on la décrit d'une manière à ne pas pouvoir la différencier, et on dit qu'il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas d'OGM. Où c'est que vous avez vu un OGM? Puisque c'est absolument pareil que ceux qui existent dans la nature. Donc voilà le nouveau discours qu'on est en train de nous tenir, et pas uniquement ici en France, au niveau européen c'est le même discours, au niveau international, quand on va à la FAO, quand on va aux États-Unis, partout, on a exactement le même discours qui nous est tenu. Et donc on nous dit finalement, ces nouvelles techniques de sélection, on nous parle de nouvelles techniques de sélection. Mais attendez, la sélection, quand je sélectionne, c'est que je choisis dans des choses. Bon, la sélection paysanne, il y a des mutations naturelles, il y a des croisements qui se font par pollinisation libre, et après on choisit les plantes ou les animaux qui nous intéressent. C'est ça sélectionner, c'est choisir dans des choses qui existent. Là non, il ne s'agit pas de sélection, il s'agit bien de techniques de modification génétique. On sélectionne après. Il y a de modifications génétiques qui ne sont pas du tout naturelles, et donc qu'il faut absolument évaluer parce qu'elles peuvent poser des problèmes pour la santé et l'environnement, et aussi ces problèmes de brûler. Alors, quels sont l'impact sur l'apiculture, mais aussi bon, sur nous, l'ensemble des paysans, sur les plantes et les animaux? Alors, le premier impact, c'est évidemment qu'on a des OGM qu'on ne sait pas, et que ça va poser un gros problème vis-à-vis des consommateurs qui n'en veulent pas, qu'on soit en agriculture biologique ou non, parce que même notamment le miel qui est une mutation de produits naturels, quand les consommateurs ils vont savoir qu'il peut y avoir des OGM dedans parce qu'il y aura des pollens des plantes trafiquées, ça posera des problèmes. L'autre problème que ça pose, c'est qu'on va aussi appliquer ces techniques éventuellement aux abeilles. On a déjà commencé à modifier des animaux, on a des vaches sans cornes qui sont obtenues par ces techniques, et récemment, les Chinois ont publié une étude montrant que la dernière technique à la mode, vous avez tous entendu parler de CRISPR-Cas9, a déjà été expérimentée sur l'abeille et que ça marche. Alors, ce sont des techniques, d'abord, beaucoup plus simples que la transgénèse et beaucoup plus économiques. Au point que CRISPR-Cas9, vous allez sur Internet, vous commandez ce que vous voulez, vous l'achetez. Un étudiant de 3 ou 4e année de biologie peut faire ça dans sa cuisine ou dans son garage. Et vous avez des techniques extrêmement puissantes. Une des dernières qui fait parler d'elle ces temps-ci, ce qu'on appelle le gene drive, consiste à modifier non pas un seul allèle, mais les 2 allèles d'un même gène, ce qui fait que quand il y a multiplication par la suite, puisqu'on modifie les cellules reproductives et pas uniquement des cellules somatiques, et bien, la modification génétique se transmet à toute une population. Si vous transmettez un gène terminator, c'est-à-dire par exemple le gène de stérilité mâle, vous éradiquez définitivement une population d'insectes, d'animaux, de plantes qui existent naturellement, c'est-à-dire qui va disparaître de la surface de la planète. Ils vont d'ailleurs utiliser ça pour
éradiquer des populations de moustiques qui transmettent certaines maladies, hein, que ce soit Zika ou d'autres. Alors évidemment, on fait peur aux gens, cette maladie est extrêmement dangereuse, mais rendez-vous compte, et je pense que ça vous le savez mieux que moi, déjà si on faisait disparaître des races locales d'abeilles domestiques, je pense que ça poserait des problèmes. C'est votre outil de travail qui va disparaître. Un étudiant peut faire ça. Les services américains de sécurité ont parlé d'armes de destruction massive. Ce n'est pas des écologistes terroristes qui ont dit un mot pour faire peur. Non, c'est l'armée américaine qui a dit ces techniques-là, ce sont des armes de destruction massive. Est-ce qu'on doit les autoriser? On fait disparaître une population entière de plantes, d'animaux ou d'insectes, on crée une niche écologique qui sera immédiatement occupée par d'autres plantes, d'autres insectes, d'autres animaux, peut-être qui poseront beaucoup plus de problèmes si c'est un pathogène, avec des organismes qui seront beaucoup plus pathogènes que ceux qu'on a fait disparaître. On est vraiment en train de jouer aux apprentis sorciers, déréglementer ces techniques, c'est quelque chose qui peut être absolument une catastrophe. Ensuite, et ça vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, vous avez vécu, j'espère que ça sera bientôt terminé, même si on n'est pas encore arrivé au bout, l'empoisonnement total de l'environnement et de la nourriture des abeilles par les pesticides, mais là ça va être un empoisonnement total par des organismes, on ne saura même pas s'ils sont là. On ne saura même pas, vous êtes à côté d'un champ, vous savez s'il est traité ou s'il n'est pas traité, vous savez si vous avez un agriculteur en agriculture biologique ou en agriculture chimique. Là, vous ne le saurez pas. Si effectivement nous perdons cette bagarre d'arriver à ce qu'il y ait une réglementation qui s'applique à ces nouveaux OGM. Et peut-être la dernière chose, avant de passer aux questions, parce que je pense que c'est des sujets un peu complexes, hein. Je n'ai volontairement pas développé les techniques avec tous les mots scientifiques et barbares, hein, mais je peux vous les expliquer si vous le souhaitez. Conclure sur le dernier problème qu'on n'a pas vu venir. Le dernier problème qu'on n'a pas vu venir, c'est le brevet. Alors, le brevet, on l'avait vu venir avec les organismes transgéniques. Bon, vous avez peut-être connu mon ami Patrick de Cochereau, qui faisait du soja bio à la fin des années 90 en France. Son champ a été contaminé par du soja OGM, par des semences vendues par Monsanto en France. Il y a eu quand même 3 transformateurs bio qui ont fait faillite, dont sa coopérative, et lui, la plus chère de soja, évidemment, personne ne l'a indemnisé. Cette contamination, elle pose quand même un problème. Mais c'était un gène identifiable qui était venu contaminer son soja, et dans son soja, s'il n'est pas contaminé, s'il n'y a pas un flux de pollen d'un champ à un autre, avec des insectes, du vent, etc., son soja lui appartient toujours et il n'est pas contaminé. Aujourd'hui, il dépose des brevets sur des informations génétiques, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas le gène lui-même, hein, c'est l'image, c'est-à-dire l'information génétique, elle est dans l'ordinateur. Elle est dématérialisée, ce qu'on appelle la dématérialisation des ressources génétiques. Et cette information génétique, elle existe déjà dans des plantes ou des animaux qui existent naturellement, dans ceux que moi j'ai sélectionnés, dans ceux que vous avez sélectionnés, et qui du jour au lendemain appartiennent aux détenteurs de ce brevet. Alors peut-être, quand on constate ça, on se rend compte, alors il y en a un que vous connaissez bien, il s'appelle Bayer. Bon, il vient de racheter Monsanto. Syngenta a été racheté par Shenzhen, des Chinois, et Pioneer Dupont a fusionné avec Dow. Aujourd'hui, on a 3 sociétés qui sont dans les semences, dans la pharmacie, peut-être demain elles seront dans l'insémination artificielle des abeilles, puisque Monsanto avait dit qu'il allait faire des abeilles résistantes aux pesticides, qui détiennent les 2 tiers du marché mondial, des semences et des pesticides. Et ça, c'est un problème pour nous, paysans. On va être complètement dépendants de ces gens-là. Ils ont un monopole absolu sur le marché. C'est un problème pour les citoyens, parce que ces gens-là, c'est quand même des empoisonneurs publics largement connus, mais c'est un problème pour les citoyens, parce que comment voulez-vous qu'un gouvernement résiste à une entreprise, je ne sais pas comment l'appeler, transnationale, non, elle est dans aucun pays, elle n'est que dans des paradis fiscaux, donc elle ne paye pas d'impôts, mais qui détient
l'arme du droit à l'alimentation, puisque si ces entreprises ne nous donnent plus de semences ou ce qu'il faut pour soigner les abeilles, etc., eh bien on ne mange plus. Donc en fait, c'est elles qui vont gouverner. Donc voilà, je m'arrête là. Je te laisse gérer les questions. Peut-être. Nous avons 10 minutes pour les questions, donc si quelqu'un vient faire passer le micro, s'il y a des questions, j'en vois une au milieu. Peut-être si tu veux donner le micro au milieu. Oui, bonjour, Adrien Guimau, président de la Confédération des apiculteurs du Calvados. J'aurais juste une question, ce serait savoir si vous considérez les VTH comme des nouveaux OGM. Merci. Alors, VTH, variété tolérante aux herbicides. Alors là, il y a énormément de confusion parce qu'en fait, ce que l'industrie a compris, en 96-97, quand ils sont arrivés avec les OGM, ils sont arrivés à leur gros bras en disant, regardez, on est joli, c'est innovant, c'est tout nouveau, on fait des OGM, il suffit de vous expliquer ce que c'est, et vous allez les accepter. En de Gaulle, ça n'a pas marché leur truc. On a eu un moratoire sur les OGM, et ce qu'ils ont constaté, c'est que plus ils expliquaient, plus les gens refusaient leurs OGM. Ils ont fait des enquêtes très performantes, et ils ont vu que ceux qui refusaient le plus les OGM, c'est ceux qui savaient le mieux ce que c'était, c'est-à-dire ceux qui étaient le mieux informés. Donc là, aujourd'hui, la stratégie a complètement changé, et sur les VTH, on va le voir, c'est de créer la confusion. Toutes les plantes sont résistantes, tolérantes aux herbicides qui ciblent d'autres espèces de plantes que la leur. Il y a des herbicides totaux, comme le Roundup, ça d'accord, toutes les plantes y passent, mais les autres herbicides sont des herbicides qui vont cibler que les graminées, que telle ou telle famille de plantes. Donc aujourd'hui, par exemple, on a un herbicide, on appelle ça les inhibiteurs d'ALS, qui est beaucoup utilisé sur le blé, 6 millions d'hectares en France, ça commence, peut-être tout le monde ne désherbe pas, mais enfin c'est quand même passablement utilisé. Ça cible les graminées. Donc le blé est naturellement tolérant à cet herbicide. Par contre, on a rendu, c'est-à-dire ce n'est pas des variétés tolérantes aux herbicides, c'est des variétés rendues tolérantes aux herbicides par modification génétique d'autres familles de plantes. Et de manière extrêmement stupide, le tournesol et le colza, qui sont dans la rotation principale dans le centre de la France, où on fait du blé sur du colza, sur du tournesol, et on recommence. Donc, finalement, on a dit, mais regardez, nous, en France, on est vachement intelligents. On ne fait pas comme les États-Unis qui utilisent le même Roundup dans tous les champs. Chaque année, on fait des rotations de culture, on change d'herbicide, comme ça, on a de moins en moins de plantes tolérantes aux herbicides qui se développent parce qu'on change d'herbicide, donc on ne sélectionne pas les plantes tolérantes à l'herbicide. Et bien non, puisque maintenant, dans la rotation, on va faire des rotations de culture, mais il n'y a plus de rotation d'herbicides. C'est toujours la même famille d'herbicides. Et donc, ces plantes rendues tolérantes aux herbicides, c'est aussi stupide que le Roundup aux États-Unis. Est-ce que ce sont des nouveaux OGM ou non? Alors, moi je peux vous répondre que ceux qui sont commercialisés sont tous des nouveaux OGM. Effectivement, BASF prétend, personne ne peut le vérifier, qu'un de ces tournesols, en fait, il s'est contenté de sélectionner un tournesol tolérant qui est apparu dans un champ qui était désherbé depuis de nombreuses années. Donc celui-là, il n'a pas été manipulé génétiquement au laboratoire. C'est une mutation naturelle quand vous l'arrosez à coup d'herbicide chaque année. C'est une mutation spontanée. Mais il n'est pas commercialisé. Si, il est commercialisé, mais comme une des deux lignées d'un hybride, dont la deuxième lignée, elle, a été modifiée génétiquement au laboratoire, parce qu'on appelle la mutagénèse assistée par marqueur in vitro, donc sur des cellules de plantes multipliées au laboratoire. Une cellule de plante, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça meurt si elle n'est pas dans un bouillon de culture complètement artificiel. Donc à l'heure actuelle, la totalité des VRTH, c'est-à-dire des variétés rendues tolérantes aux herbicides, commercialisées en France, il y a des maïs, il y a des tournesols et il y a des colzas, sont effectivement des nouveaux OGM. Ce n'est pas les dernières techniques qui, elles, vont un petit peu plus loin, où on ne se contente pas de mettre un produit chimique
mutagène sur un bouillon de culture de cellules de plantes dans une boîte de pétri. En plus, on va faire pénétrer dans la cellule un oligonucléotide, du doigt de zinc, CRISPR-Cas9, un machin comme ça, qui va cibler l'endroit précis où on veut obtenir une mutation. C'est beaucoup plus efficace, c'est plus rapide, c'est plus économique, c'est plus rentable pour l'industrie. Oui, bonjour. Je travaille dans un institut de biologie végétale, je ne dirai pas le nom, un grand institut français de recherche. J'ai eu l'occasion, la semaine dernière, un représentant de l'Imagrin est venu faire une conférence, ça a mobilisé l'ensemble des équipes de recherche pendant toute une journée. Donc ils sont tous ressortis de là très, très enthousiastes. Lorsque je discute avec eux, ils m'expliquent que des mutations naturelles, dans l'environnement, il y en a des dizaines, dans tous les organismes vivants, végétaux, animaux, et que finalement, ces techniques-là ne sont que, une alternative qui ne fait que reproduire justement ces mutations naturelles. Alors, comment peut-on les contrer sur ce point-là précis? Alors, ils nous ont dit la même chose pour être en genèse. Les échanges de gènes entre organismes vivants qui transgressent la barrière des espèces, ça se produit tous les jours. Il y a des organismes qui sont assez spécialisés là-dedans, que ce soit des champignons ou des virus. Quand vous chopez la grippe, vous avez des transferts d'informations génétiques d'un virus à votre propre organisme, et votre organisme est génétiquement modifié. C'est d'ailleurs la base des systèmes immunitaires, et c'est ce qui est utilisé aujourd'hui avec CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, c'est un des éléments du système immunitaire des bactéries qu'on utilise. Mais il y a une grosse différence entre ce qui se produit naturellement, alors que ce soit la mutation naturelle, ou que ce soit les transferts de gènes horizontaux, et ce qui se provoque en laboratoire. Il y a une différence à deux niveaux. Déjà, en laboratoire, on travaille sur des cellules isolées en boîte de pétri et qui ne sont multipliées que grâce à un moyen de culture chimique. Isoler la multiplication cellulaire in vitro, c'est en soi déjà une technique de mutagénèse. Ça a été une des premières techniques de mutagénèse utilisées quand on est passé de l'irradiation de plantes entières au travail en laboratoire. Alors après, on peut rajouter un produit chimique ou des rayons ionisants pour que ça mute plus, ou ces nouveaux petits bouts de matériel génétique qu'on fait rentrer dans les cellules. Ça provoque énormément de modifications, pas une. Et ça provoque des modifications auxquelles l'organisme ne peut pas répondre de la même manière que ce qu'il répond dans le milieu naturel. Déjà, la cellule, elle est isolée du reste de la plante ou du reste de l'animal. Donc, tout ce qu'on appelle l'épigénétique et toutes les relations entre les cellules d'un même organisme, quand c'est l'ensemble de l'organisme qui subit un stress mutagène, il se réorganise en fonction de ses propres lois internes, de sa propre organisation interne. Mais si la cellule est isolée, elle se réorganise en fonction de ses relations avec le bouillon de culture chimique dans lequel elle baigne. Donc ça fait déjà une grosse différence. Ensuite, je prendrai peut-être l'exemple de la reproduction naturelle des abeilles et des races locales d'abeilles. Naturellement, une race locale d'abeilles, elle se croise avec des mâles qui peuvent venir de la vallée d'à côté, de la région d'à côté, mais pas plus loin. Il y a beaucoup de, j'emploierai un mot qui n'est peut-être pas juste scientifiquement, mais de consanguinité. Et cette consanguinité, elle permet l'adaptation locale. Elle permet de s'adapter à l'environnement. Une abeille qui vit en Asie n'est pas nécessairement adaptée à celle de la vallée ici de Clermont-Ferrand et réciproquement. Par contre, celle de la vallée d'à côté, elle va amener un petit peu de diversité génétique, c'est absolument indispensable, parce que sinon, on rétrécit le pool génétique et on va sur la dégénérescence. Mais pas trop, parce que si on en amène trop, on n'est plus adapté à l'environnement local. C'est le problème des plantes invasives ou le problème des organismes invasifs qui ne sont pas adaptés à l'environnement local. Soit ils arrivent dans un environnement neuf, ils ne survivent pas, soit ils survivent et il n'y a aucun autre organisme pour les réguler.
et ils deviennent complètement invasifs. Donc, ce que vous faites au laboratoire dans la cellule, c'est déjà extrêmement différent parce que vous ne savez pas du tout comment ça va se comporter quand ça va arriver dans l'environnement. Il n'y a pas de régulation environnementale, ce qu'on appelle la sélection naturelle, tout simplement. Ensuite, quand vous sélectionnez vos abeilles ou quand moi je sélectionne mes plantes, entre deux croisements spontanés, j'ai certains amis qui font des croisements dirigés avec le blé, mais après je recultive. Donc ma plante, elle va se réadapter à la culture, à son milieu environnement, son génome va se réorganiser, la sélection naturelle va jouer, ce qui est dangereux va disparaître, ce qui moi ne m'intéresse pas, je ne vais pas le garder, et ce qui est bien, eh bien je vais le garder. Avec les nouvelles techniques de génie génétique, on parle de biologie de synthèse. On n'arrive pas encore à fabriquer un animal ou une plante entière en fabriquant un à un tous ces gènes et puis en les mettant comme un jeu de Lego pour fabriquer un nouvel organisme. On arrive à faire des bactéries déjà. Par contre, on peut provoquer sur une même cellule 10, 15, 20 modifications génétiques différentes sans qu'il n'y ait aucun retour à l'environnement, retour à la régulation naturelle entre chaque modification génétique. Dans le milieu naturel, lorsqu'il y a des mutations génétiques, après chaque mutation, il y a un retour à la sélection naturelle, à l'environnement naturel. Là, il n'y en a aucun. Et donc, on va relâcher dans l'environnement des organismes qui sont complètement inadaptés à l'environnement, soit qui vont détruire, soit qui vont disparaître. Bon, on va devoir arrêter là. Donc, écoutez, moi, je pense que... Merci Guy, c'est très clair. Pour ceux qui veulent plus d'explications, peut-être par internet ou des choses comme ça, il y aura moyen de leur faire passer. Moi, je veux bien faire l'intermédiaire si certains veulent avoir plus d'explications pour que lui vous fasse passer plus d'explications techniques par le biais d'Internet. C'est quand même bien pratique. Voilà. Merci.